Tout le monde connaît le mythique pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais savez-vous exactement ce que regorgent ces chemins ? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Quelles sont les merveilles historiques que vous pouvez les croiser ? Eh bien, j'ai posé cette question à Sylvain Bazin, qui nous partage son histoire, son vécu, car il a parcouru les chemins en long, en large, en travers. Et c'est également l'auteur de 2 livres sur le sujet, dont Compostelle, le grand pèlerinage, son dernier livre. Vous trouverez d'ailleurs ces 2 livres en description du podcast. Et je vous laisse avec ma conversation avec Sylvain au sujet du pèlerinage et des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Très très bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Sylvain Bazin. Merci Sylvain de reprendre le micro et tu vas finir par être celui qui l'a pris le plus de fois, parce que ça fait déjà 3 émissions qu'on fait ensemble. Donc merci beaucoup de repartager une histoire et aventure. Comment vas-tu ? Merci à toi François de m'inviter à nouveau. C'est toujours très sympa d'échanger ensemble. Et puis écoute, ça va, c'est un début d'année un peu classique, hein, là dans nos montagnes enneigées là. Voilà, bon, pas énormément de choses en vue pour l'instant en termes de trail ni même de voyage. L'hiver, c'est un petit peu plus calme de mon côté en termes de reportage, de voyage à pied, de voyage à vélo. C'est pas trop la saison, donc là je me contente de quelques petites sorties autour de chez moi. Voilà, là, j'ai fait un petit peu de raquettes hier. Voilà, mais des choses assez simples pour l'instant. Et puis un peu de boulot, encore quelques livres à écrire, et puis les prochains numéros de Wider évidemment à préparer. Alors on est là le 10 janvier quand on enregistre cet épisode. Pendant les vacances, on a eu l'occasion de se croiser en Bretagne parce que tu es venu fêter les fêtes dans la famille bretonne que tu as. Ma première question avant qu'on traite de notre sujet, c'est de savoir finalement, est-ce que la Bretagne ne te manque pas ? Alors moi je suis pas vraiment breton, enfin j'ai des origines bretonnes un peu anciennes, c'est ma compagne qui elle vient du Finistère. Alors c'est vrai qu'on y va souvent, hein, on y va quand même 2-3 fois par an évidemment, hein, pour voir ma belle famille, ce qui est donc vraiment vers le Fou, hein. Toi tu connais bien le coin, hein. On a couru ensemble là, dans la forêt du Cranou l'autre jour. Ouais, c'est une région qui est quand même très très agréable pour courir. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est habitant la montagne, habitant Grenoble, ça fait un fort contraste, et j'aime bien cette espèce de complémentarité. Là, j'ai pu faire le tour de l'île de Groix entre Noël et le jour de l'an, et c'est quand même très très sympa de retrouver un peu les bords de mer, les côtes sauvages et tout, et puis en même temps, voilà, ça fait un contraste très intéressant avec la mer. Et c'est deux environnements qui sont très très chouettes pour courir, pour randonner, et qui en même temps sont très très différents. Mais j'aime bien le contraste. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie un peu aussi tous les types de paysages, donc j'ai pas d'énormes préférences, même si c'est vrai que la montagne l'hiver c'est chouette parce qu'on a un peu ces contrastes entre les différents étages. Typiquement là chez moi il fait beau aujourd'hui, il y a plus de neige, et puis en même temps si j'élève un peu mon regard là, de ma fenêtre, je vois la montagne enneigée, donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai que la Bretagne, les bords de mer notamment en hiver, ça reste très agréable parce qu'on a quand même souvent des belles journées puis une belle lumière hivernale. Ah, c'était juste voilà, mon petit plaisir de rappeler comme la Bretagne est belle. Bien sûr, mais oui. Avant de commencer cet épisode. Alors, les chemins de Compostelle. Je suis vraiment très content de faire cet épisode avec toi parce que c'est quelque chose que je pense absolument tous les Français même peut-être même Européens, ont déjà entendu parler des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a de pèlerinage, ça a du coup une connotation religieuse derrière tout ça. Quelle est l'histoire de ces chemins ? Alors c'est une histoire évidemment très 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 ancienne, hein, qui vient du tombeau légendaire, ou
plus ou moins légendaire hein, de l'apôtre donc Saint Jacques le Majeur, hein, qui aurait été retrouvé à Compostelle, hein, donc en Galice, hein, donc à partir du 8e siècle environ, et le pèlerinage hein, va commencer ensuite. Donc voilà, ce sera un pèlerinage chrétien très 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 important pendant tout le Moyen Âge, hein, surtout ouais, à partir du 8e, 9e siècle. Alors bah, évidemment, l'origine légendaire hein, de ce pèlerinage, c'est toujours un petit peu compliqué à vraiment documenter, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, Saint-Jacques de Compostelle va devenir vraiment le grand pèlerinage médiéval hein, pour tous les chrétiens. Alors un peu concurrencé quand même par celui de Rome et de Jérusalem, hein, mais quand même très 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 important. Et donc bah, les Jacquais vont marcher à travers toute l'Europe hein, pour se rendre sur le tombeau de l'apôtre. Hein. Et voilà, ça va créer un peu des routes historiques. Alors, en France, il y en aura 4 principales hein, qui sont décrites d'ailleurs dans un manuscrit qui s'appelle le Codex Calixtinus, qui ne décrit pas que les chemins de Saint-Jacques, hein, qui est pas vraiment un guide de randonnée, mais où il y a tout un chapitre, un livre consacré au pèlerinage de Saint-Jacques, et qui va citer bah, les 4 principaux chemins français vers Saint-Jacques, donc qui sont la voie de Paris et de Tours, la voie de Vézelay, hein, qui part donc de la Bourgogne du Sud, la voie, la Via Tolosana qui part d'Arles et puis qui traverse vraiment plutôt vers le sud de la France, hein, donc qui passe à Toulouse notamment, et ensuite et enfin la voie du Puy qui est la plus empruntée actuellement, la plus célèbre, hein, et qui relie donc le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, et puis ensuite, à Saint-Jean-Pied-de-Port, on continue sur la voie espagnole, qui est vraiment la plus populaire, qui s'appelle le Camino Frances, donc le chemin des Français, et qui va là jusqu'à Saint-Jacques, puis jusqu'à la mer en Galice, à Fisterra. Et alors, si je ne me trompe pas, en fait, c'est plusieurs routes, il y a plein de chemins de Compostelle, en fait, il n'y en a pas qu'un seul, et qui se réunissent finalement tous au niveau de l'Espagne. Oui, tout à fait. Alors, disons que les chemins français vers Saint-Jacques, ils se réunissent quasiment tous à Ostabat, hein, donc tout près de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le Pays Basque français. Et ensuite, on peut continuer en Espagne. Alors après, en Espagne, il y a encore d'autres voies de Saint-Jacques, hein, puisqu'on peut aussi partir. Typiquement, il y a une voie qui est très connue aussi, qui s'appelle la Via de la Plata, qui relie Séville à Santiago. On peut partir du Portugal aussi, hein, de Lisbonne, de Porto, même plus loin. Il y a différents chemins portugais. En Espagne, on peut partir aussi de Barcelone, de la Catalogne. Il y a un chemin catalan du Saint-Jacques. Et ensuite, évidemment, tous se recroisent et aboutissent tous à Saint-Jacques, évidemment, qui est quand même le point de ralliement final. Mais évidemment, les différentes voies françaises se rejoignent au niveau du Pays Basque pour la plupart. Hein. Il y a que quelques les voies, typiquement si tu viens de Bretagne, puisque tu peux tout à fait partir de Bretagne. Hein. Les pèlerins médiévaux partaient tous de chez eux, hein, forcément. Et donc on retrouve quand même des traces de voies jacquaires un peu partout en France, même si bien sûr les 4 voies qui sont citées dans le Codex Calixtinus étaient sans doute les plus parcourues, c'était vraiment les plus historiquement ancrés dans le territoire français, mais on peut très bien, par exemple, partir de Bretagne et rejoindre vraiment un parcours, alors là, qui est très 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 littoral, hein, qui descend même donc jusqu'à Bordeaux, et puis après il y a un chemin qu'on appelle le chemin des Anglais aussi, et qui descend vraiment toute la côte jusqu'à Irune, et ensuite on peut continuer sur ce que l'on appelle le Camino del Norte en Espagne, donc poursuivre un peu par un chemin encore très côtier. Donc il y a vraiment tout un tas de possibilités, et puis avec on va dire le renouvellement, le renouveau du chemin de Saint-Jacques, hein, qui s'est un peu exprimé à partir des années 70, hein, parce que c'est le pèlerinage vers Saint-Jacques, il a été très très populaire, évidemment au cours de tout le Moyen-Âge, et ensuite il y a eu avec les guerres de religion aussi, avec
les différents conflits et puis là, une fermeture aussi des frontières franco-espagnoles à un moment donné. Il est un peu tombé en désuétude à partir notamment du XVIIIe siècle où il y avait vraiment quasiment plus de pèlerins. Mais au 19e, il y a eu un tout petit frémissement, mais pas grand-chose. Et puis, en fait, c'est le renouveau de la randonnée à partir des années 70 qui a vraiment redonné un tonus extraordinaire à ce chemin de pèlerinage qui a été un peu réinventé puisque maintenant on est complètement au-delà du seul pèlerinage chrétien et religieux. Tout le monde part vers Saint-Jacques pour différents motifs. Hein. Ça peut être un défi sportif, personnel, une envie de découverte, de contemplation aussi, parce que les chemins sont beaux. Hein. On est souvent en pleine nature. En plus, on croise beaucoup de patrimoine ancien sur ces parcours. Donc voilà, toutes les motivations se retrouvent vers Saint-Jacques et on peut effectivement partir de partout en France. Hein, typiquement, même de chez toi, de Bretagne, tu peux faire un beau voyage. D'ailleurs, il y a un écrivain breton qui a été un peu un des pionniers aussi du Saint-Jacques, hein, Hervé Bellec, qui a écrit un livre dans les années 80. Il avait fait ça, je crois, en 82. Il était parti de Bretagne. Ça s'appelle Garce d'histoire. D'ailleurs, lui, il est typique un peu de ce renouveau puisque il partait vers Saint-Jacques, pas du tout pour des raisons religieuses. C'était un peu dans cette mouvance un peu post 68 de la randonnée. C'est un livre qui est assez sympa aussi à lire. Et alors toi, quelles étaient tes raisons? Parce que tu l'as fait 2 fois ce chemin, une fois en courant, une fois en mode plus contemplatif. Ouais, alors enfin en fait Hem, j'ai fait même beaucoup d'autres. Enfin j'ai fait deux fois, enfin plusieurs fois le chemin classique, celui que j'ai décrit dans mon premier livre qui s'appelait Pèlerin Express, où là c'était vraiment mon carnet de voyage un peu brut de décoffre voilà, mon premier voyage vers Saint-Jacques, où j'étais parti d'Aix-les-Bains donc jusqu'à Fisterra en empruntant la voie du Puy et ensuite le Camino Frances. Et puis après, moi, je l'ai fait aussi. Alors, je suis repassé pas mal de fois sur cet itinéraire-là. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup d'autres voies du Saint-Jacques, hein, donc la Via de la Plata, hein, de Séville à Compostelle, le Camino del Norte, de Bayonne jusqu'à Compostelle. J'ai fait aussi le chemin portugais depuis Lisbonne, la Via de la Plata, donc depuis Séville. J'ai fait le chemin catalan, et puis d'autres voies aussi en France, hein, la Via Arverna, quelques des bouts aussi du chemin de la voie du sud, donc la Via Tolosana, la voie d'Arles, un peu de voie de Vézelay. Enfin voilà, je me suis beaucoup promené aussi ensuite sur les chemins de Saint-Jacques à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Et puis c'est vrai que c'était mon premier grand voyage à pied. Enfin, j'avais fait d'autres voyages à pied, mais pas aussi long. Mon premier long voyage à pied, c'était donc sur ce chemin de Saint-Jacques entre Aix-les-Bains, puisque j'habitais alors à Aix-les-Bains et j'avais un peu envie justement de faire comme un pèlerin médiéval, de partir de chez moi jusqu'à Saint-Jacques, puis Fisterra. Et là, j'étais parti en marchant vite et en courant. Donc, j'ai mis 40 jours pour faire les 2000 km. Donc, je faisais à peu près 55 km par jour, tout seul, hein, sans assistance. Mais je trottinais quand même pas mal. Ça faisait des longues étapes. Hein. C'était entre 35 et 75 km par jour. Donc voilà, c'était une expérience vraiment très marquante pour moi. Hein. Sans doute le voyage qui m'a peut-être le plus marqué dans ma vie de voyageur à pied et même de coureur aussi. et comme ça là, ça me semble logistiquement parlant assez compliqué à partir. Finalement, est-ce que le chemin étant tellement emprunté, est-ce qu'on je sais pas si quelqu'un veut se lancer dans ce projet-là, est-ce que finalement il y a toute la logistique qui est associée pour je sais pas, pour se ravitailler, dormir, c'est plutôt simple ou ça demande quand même Non, alors de la globalement logistique? c'est plutôt simple, hein, surtout si on part évidemment sur des voies qui sont assez bien documentées, référencées, etc. Et où il y a quand même du passage.
Alors typiquement la voie du Puy, on n'aura aucun souci pour trouver un hébergement. Le soir, pour se ravitailler, on traverse quand même beaucoup de villages. Ce sont souvent des chemins qui sont voilà, qui sont très humanisés. On est à la fois typiquement dans une France très rurale, notamment sur le chemin du Puy, mais en même temps, on trouve quasiment, allez, tous les 15-20 kilomètres, un petit village, une épicerie. Voilà, on a toujours de quoi se ravitailler. En Espagne, c'est tout aussi facile. Donc, il n'y a aucun problème pour acheter de la nourriture en chemin. On n'a pas besoin de partir avec des tonnes de bouffe dans son sac. Et puis, pour l'hébergement, y a aucun souci non plus. Alors moi, je conseillerais pas forcément de partir avec une tente et tout ça parce que bah, ça fait du poids en plus aussi. Et puis c'est vrai que l'un des aspects agréables du chemin de Saint-Jacques, c'est de retrouver aussi d'autres pèlerins et d'échanger à chaque étape. Donc pour ça, bah, en France, on a quand même beaucoup de chambres d'hôtes, de gîtes d'étape, de gîtes pèlerins aussi, notamment sur les voies un peu les plus parcourues. Et puis en Espagne, il y a vraiment beaucoup d'auberges, hein, ce qu'on appelle les auberges de pèlerins, hein, donc qui sont vraiment des hébergements pèlerins où on peut vraiment se loger facilement. Hein, c'est pas très cher, notamment en Espagne. Hein, selon les régions, c'est entre 5 euros. Il y a même des endroits où on donne ce qu'on veut, jusqu'à 10-12 euros pour un hébergement pèlerin. Et puis même certaines fois, si on veut se reposer, il y a des chambres d'hôtes et des petits hôtels qui sont à des prix, voilà, pareil, entre 10 et 15 euros. Donc voilà, ça nécessite, je pense, peut-être de prévoir, de savoir à peu près où on va s'arrêter chaque soir, pour ne serait-ce que donner un coup de fil ou deux pour réserver au moins du jour au lendemain. Mais il y a pas grand chose à prévoir en termes de logistique. On peut même partir avec un sac relativement, même très léger si on le souhaite, puisqu'il y aura aussi moyen quand même de laver ses vêtements en cours de route. Hein. Donc c'est quand même des chemins qui sont habités. On n'est pas non plus sur un grand trek en altitude où il faut être en autonomie, ou sur un chemin américain où on trouvera aucun magasin d'alimentation pendant des centaines de kilomètres. Là, on est vraiment, voilà, dans un chemin qui alterne nature et petits villages, petites villes, voilà, la découverte aussi du patrimoine, de toutes les traces aussi qu'ont laissé les anciens pèlerins, hein, sur leur passage. Beaucoup de témoignages évidemment religieux, hein, on trouve beaucoup de croix de chemin, évidemment des édifices religieux très importants. Et puis ouais, voilà, on baigne un peu dans cette ambiance, cette alternance aussi entre nature et culture très présente. Mais du coup, logistiquement, c'est un chemin qui est très facile à aborder. Et en plus, ils sont bien balisés. Il y a le balisage soit de la Fédération française de randonnée, hein, puisque les principales voies jacquères sont aussi des GR, hein, notamment, bah, on en revient à celui du Puy, c'est le GR 65, hein, donc on peut le suivre depuis le Puy et même un peu avant, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, hein, donc les fameuses valises rouges et blanches, ça c'est très facile. Ou alors voilà le balisage pèlerin avec bah, les petites coquilles jaunes et bleues que l'on peut suivre cette fois-ci jusqu'à Compostelle, puisque en France c'est aussi balisé comme ça. Et puis en Espagne, on retrouve ce balisage avec aussi des fléchages jaunes très caractéristiques, et c'est très facile à suivre. Et puis bon, évidemment maintenant, on peut toujours trouver des traces GPS, GPX pour se rassurer, mais sur le terrain, il n'y a pas trop de soucis entre les guides qui sont disponibles, les traces et le balisage présent. C'est quand même assez simple. Ça, c'est l'avantage d'aller sur des chemins qui sont empruntés quand même par beaucoup de personnes. Est-ce que, enfin, dans ma vision, c'est quand même un chemin qui est assez tellement long que tu dois pas croiser beaucoup de gens, mais est-ce que c'est ultra emprunté? Est-ce que c'est quoi la densité et si tu recommandais une période peut-être appropriée pour y aller? Alors bah, c'est vrai qu'en France, bon, le chemin le plus emprunté à l'heure actuelle, hein, c'est la voie du Puy, hein, qui est aussi, c'est vrai, une des plus belles, sinon la plus belle, parce que voilà, on est dans une très belle nature. Hein. On commence par les grands plateaux, l'Aubrac, et puis après on rejoint des coins assez sympas aussi, assez bucoliques, le Gers et tout ça.
jusqu'au Pays Basque, et puis c'est vrai aussi avec une forte densité d'intérêt culturel. Euh, Là, typiquement, il peut y avoir un petit peu de monde. Alors moi, je serais d'avis de partir relativement tôt dans la saison pour être tranquille, pour bénéficier aussi des jolies couleurs du printemps, la floraison, notamment sur l'Aubrac, tout ça, ça peut être sympa. Bon voilà, faut partir fin avril, hein, comme moi j'avais fait sur mon premier voyage. J'étais parti le 23 avril d'Aix-les-Bains, donc j'étais dans l'Aubrac là tout début mai par exemple. C'était quand même très très chouette. Ça permet aussi d'éviter les grosses chaleurs parce que notamment si on veut poursuivre ensuite jusqu'à l'Espagne, il y a quand même des zones qui sont très très à découvert et qui peuvent être pour le coup très très ensoleillées et vraiment là en plein cagnard. Donc je pense partir tôt dans la saison, ça permet d'éviter la très grande foule de l'été quand même, et en même temps d'avoir suffisamment de monde pour des rencontres aussi qui sont quand même très sympas et qui font vraiment partie du charme de ce chemin. Après, si on part sur des voies qui sont moins parcourues, par exemple si toi tu décides de partir de Bretagne, je pense que là tu peux partir un peu à n'importe quel moment de l'année, tu seras quand même très tranquille. Et voilà, là pour le coup, la rencontre sera plus un événement sur ton chemin et voilà, ça crée aussi des beaux souvenirs. Après, c'est vrai que là, l'itinéraire où on peut vraiment avoir du monde, c'est le Camino Frances en Espagne. Donc après Saint-Jean-Pied-de-Port, si on décide là de continuer jusqu'à Compostelle. Là, il faut sans doute, moi je serais partisan d'éviter vraiment les mois de juin, juillet, août, parce que là, il y a vraiment du monde. En plus, il y fait très chaud. Voilà, après, on peut pas forcément faire ça comme on le veut. Et puis, voilà, aucun mois n'est complètement à éviter, même si, bon, évidemment, on partira plus difficilement en plein hiver parce que les hébergements, il y en aura beaucoup moins d'ouverts, même en Espagne. Et puis, même en Espagne, il peut quand même faire, pour le coup, très, très froid sur certains endroits, même sur la Meseta, parce que c'est quand même un plateau d'altitude. Et les gens que tu as rencontrés, ils y vont pour quelles raisons? Est-ce que il y a une raison qui se démarque? Est-ce que Alors, c'est principalement religieux? Est-ce que c'est moi, pourquoi? non, je dirais que chaque pèlerin a sa propre motivation. Après, c'est vrai que c'est un chemin qui, comme il reste marqué par l'aspect religieux, qui est devenu un aspect spirituel, il y a souvent dans la démarche des gens qui marchent ou qui courent même vers Saint-Jacques, un aspect de défi à la fois personnel, puisqu'il y a quand même voilà l'interrogation, est-ce que je vais être capable de marcher jusqu'à Saint-Jacques, donc sur une très longue distance, hein, puisque souvent les gens partent pour plusieurs semaines de marche. Et en même temps, voilà, cette volonté un peu d'introspection, de retrouver, de redonner un sens à sa vie, hein, et ça reste très très présent, sans doute davantage, en tout cas dans les gens que j'ai pu rencontrer, même si l'aspect religieux peut être encore présent, sans doute davantage qu'un pur pèlerinage de religion où on va vraiment voilà, honorer le tombeau de l'apôtre. Euh, on continue hein, évidemment à rencontrer des gens qui le font principalement pour des raisons religieuses, mais je dirais que c'est avant tout la raison spirituelle qui l'emporte, et cette raison spirituelle est toujours mêlée aussi d'une volonté de découverte, hein, puisque voilà, ce sont des chemins qui offrent un équilibre vraiment très très que moi j'ai beaucoup apprécié entre la nature, les beaux sites naturels. On traverse par exemple sur le chemin du Puy, hein, l'Aubrac, la vallée du Célé. On a vraiment une nature très très variée, et puis une très belle campagne, hein, une France rurale très préservée, et puis aussi tous les aspects architecturaux, patrimoniaux. Hein, voilà, on part quand même du Puy, hein, quand même une très 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 belle ville, et puis ensuite on croise beaucoup de petits patrimoines rural un peu tout au long du parcours, et puis il y a quand même aussi des très belles villes, hein, Cahors, le pont Valentré, et puis après plus loin plein d'autres choses. Et en Espagne aussi, hein, en Espagne on a quand même un défilé notamment sur le Camino Frances, hein,
depuis Pampelune jusqu'à Burgos, la cathédrale, et ensuite on arrive à Léon, qui est une très très belle ville, hein, après avoir traversé la Meseta, qui est une partie quand même assez difficile sur le plan psychologique parfois, et puis voilà, et puis après on arrive aussi dans les monts de Galice qui sont très très chouettes, avec beaucoup de patrimoine rural, avec un petit côté celtique aussi, beaucoup de croix de chemin, de calvaires qui rappellent pour le coup fortement la Bretagne. Et voilà, ce sont des motivations qui sont mêlées, mais il y a toujours un peu cet aspect spirituel, introspectif, de recentrage à la fois sur soi, et puis en même temps, voilà, mêlé d'un sentiment de découverte qu'on veut, voilà, faire un beau voyage dans tous les sens du terme, je pense. Alors tu disais que c'était un petit peu dur psychologiquement une fois passé la Meseta. Pourquoi? Alors Quelle voilà, raison? le chemin de Saint-Jacques, c'est quand même des chemins qui sont très longs, et c'est vrai que c'est un peu ce qui distingue, on va dire, un grand voyage à pied comme ça d'une randonnée, hein. Dans une randonnée de quelques jours, on va vraiment chercher un peu l'extase du paysage, hein. C'est le cas de beaucoup de parcours en montagne, ou même des parcours côtiers. Voilà, là, bon, c'est vrai qu'on traverse quand même des pays entiers quasiment, hein. Donc il y a forcément des passages qui sont un petit peu plus ingrats, et c'est vrai qu'en Espagne, alors notamment sur le Camino Frances, mais également, hein, sur d'autres voies espagnoles, il y a ce passage de la Meseta qui est une grande plaine d'altitude, enfin un plateau, hein, mais qui reste voilà une plaine agricole très aride, avec seulement parfois quelques villages tous les 20 kilomètres, qui sont des villages qui, notamment sur le Camino Frances, ont connu une vraie renaissance grâce au renouveau du chemin, hein. Ils étaient quasiment abandonnés, puis maintenant, il y a à nouveau quelques auberges pèlerins, des cafés, des choses comme ça. Mais c'est un peu une traversée du désert, et c'est vrai que notamment aux environs de Léon, par exemple, il y a quand même quelques étapes où on est, allez, c'est 20 kilomètres de ligne droite à travers champs, avec globalement rien autour de soi. Et ça peut être assez difficile psychologiquement. On a quand même un peu l'impression de faire du surplace au milieu de nulle part. Donc ça, c'est vraiment la partie très introspective du voyage. Alors il y a aussi beaucoup de pèlerins qui apprécient particulièrement ce passage-là, parce que ça fait vraiment partie un peu du voyage, du défi aussi, et puis de ce caractère introspectif aussi qu'on vient chercher sur le Saint-Jacques. Ouais, c'est sûr que il faut, enfin, dans tout ce genre d'aventure et d'épreuves physiques, de connaître la raison qui fait qu'on est là et qu'on participe à ce défi, ça aide à passer ce genre de moments, j'imagine, un peu compliqués. Ouais, c'est un peu Euh, comme dans un trail quand tu es en difficulté et sur une ascension, enfin, voilà, et que tu te dis putain, mais est-ce que je vais arriver au bout de ma course? Et ben là, c'est exactement ça. Alors sauf qu'évidemment sur un chemin de Saint-Jacques comme ça dure quelques jours au lieu de quelques heures sur un ultra trail, mais c'est un peu quand même le même principe, hein. D'ailleurs, bon, on peut facilement tenter des parallèles, hein, entre un chemin vers Saint-Jacques et un ultra trail, hein. Il y a évidemment un point de départ, une arrivée, et puis entre les deux, il se passe beaucoup de choses, hein, des moments d'extase, des moments de pur bonheur d'être sur le chemin, et puis des moments où on se pose quand même beaucoup de questions sur pourquoi on est là, pourquoi on marche, pourquoi on court. Et je pense que voilà, c'est des parallèles qui se rejoignent, hein, beaucoup. Et c'est d'ailleurs aussi ce que j'avais ressenti, hein, notamment sur mon premier Saint-Jacques, qui était aussi un défi sportif, parce que c'est vrai que là, il y avait quand même une notion. Là, j'avais vraiment déterminé mes étapes, donc je savais où j'arrivais chaque soir, et il y avait quand même, voilà, il y avait du défi, parce que courir et marcher 55 km par jour en moyenne sur 40 jours sans presque un jour de repos, et tout seul aussi en autonomie, hein, c'est quand même un vrai défi sportif aussi. Et alors là, moi, je le faisais un peu à mon niveau, puisque bon, j'avais quand même un relativement bon niveau de course à pied et d'endurance à ce moment-là, mais c'est quand même aussi une préoccupation que j'ai retrouvée chez de très très nombreux marcheurs sur Saint-Jacques. Ça va quand même très au-delà de la simple balade, randonnée qu'on fait pour le plaisir. Quasiment tous les gens qui
qui se lancent sur un chemin de Saint-Jacques, ils ont voilà, une interrogation sur leur capacité physique et mentale pour rallier la cathédrale de Santiago. Et alors toi, si tu étais à refaire, tu préférerais le refaire en courant, en marchant? Qu'est-ce qui t'a plus convenu? Ah bah après les deux sont intéressantes, hein. C'est vrai que sur les chemins de Saint-Jacques que j'ai fait par la suite, j'ai continué à faire de longues étapes, mais quand même un petit peu moins longues, hein. Alors à la suite du Saint-Jacques, j'ai fait d'autres chemins de pèlerinage plutôt en mode ouais, rando course, hein, notamment la Via Francigena, hein, de Canterbury à Rome. Là c'était un peu c'est le chemin l'autre grand pèlerinage historique du Moyen Âge. Donc là, j'ai fait quand même 2200 km en 46 jours, donc pareil, 55 km par jour, sans aucun jour de repos. C'était aussi une expérience très forte, et là, c'est une très belle traversée aussi, notamment de toute l'Italie, qui est vraiment super chouette. Mais voilà, là, il y avait un défi physique vraiment très important. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'autres chemins vers Saint-Jacques, en faisant des étapes un peu plus modestes, hein, mais quand même qui restaient de l'ordre d'une trentaine de kilomètres par jour, où là j'avais sans doute davantage le temps, c'est vrai, de m'arrêter, d'admirer voilà le paysage, de m'arrêter visiter aussi bah, quelques monuments, quelques villes, de prendre un peu plus le temps. Et c'est vrai que je l'ai apprécié d'une façon un peu différente. Alors c'est vrai que dans mes démarches actuelles, j'aurais plutôt tendance à voilà continuer à faire quand même des étapes qui sont demandeuses sur le plan physique, parce que j'aime aussi ça, puis voilà, me mettre aussi en marche, et puis je marche et je cours encore pas trop mal, donc voilà, faire des étapes qui sont pas non plus trop courtes, et en même temps voilà, avoir cet équilibre entre la découverte et puis l'engagement physique. Et voilà, mais après c'est vrai que maintenant bah ouais, j'aimerais bien, j'ai encore quelques voies de Saint-Jacques à découvrir, hein, et donc je sais que j'y retournerai bien aussi en famille, hein, maintenant. Voilà, ça peut aussi être une nouvelle forme de chemin vers Saint-Jacques, mais je continue aussi à bah, découvrir d'autres voies historiques, hein. Là, j'en ai encore quelques-unes en stock, même pour le début de l'année, là, enfin, dès qu'il va faire un peu beau. Donc voilà, c'est des chemins, ces anciens chemins de pèlerinage, ces chemins marqués par l'histoire que j'apprécie particulièrement, parce que bah, ça permet aussi d'éviter l'ennui. On peut partir vraiment longtemps avec toujours quelque chose à découvrir sur ces sentiers-là. Et puis c'est des sentiers bah, où on rencontre aussi beaucoup de monde, où il y a effectivement une alternance entre nature et culture et village que j'apprécie, notamment pour un long voyage à pied. C'est vrai qu'un voyage à pied pur, allez, dans la montagne, par exemple, j'adore ça, mais peut-être sur des durées un peu plus courtes. Moi, c'est vrai qu'au bout de, allez, une semaine, 15 jours maximum en nature complète, j'ai besoin de retrouver aussi un peu d'humanité. Donc, c'est ce que j'apprécie sur ce type de chemin. Et est-ce que le chemin peut se faire par un autre moyen, je pense en bikepacking ou... Tout à fait, ouais. Tu peux tout à fait aborder les chemins de Saint-Jacques à vélo. Alors vraiment en mode VTT, c'est toujours possible, hein, d'emprunter carrément l'itinéraire pédestre. Après, avec parfois quelques petits conflits d'usage sur les zones les plus empruntées, et éventuellement avec les randonneurs, mais à mon sens, ça pose pas de gros soucis. Et en même temps, sur un certain nombre de voies jacquaires, on a des chemins vélo alternatifs, ou sur des petites routes, hein, notamment, puisqu'on peut le faire aussi en vélo de route, pas forcément en VTT pur, hein. Et là, on peut tout à fait trouver des balisages, alors qui sont soit des balisages associatifs, hein. Y a pas mal d'associations, notamment néerlandaises, qui ont balisé les voies de Saint-Jacques pour le vélo depuis pas mal d'années, une bonne vingtaine d'années maintenant. Et puis voilà, on peut en Espagne aussi, c'est très facile. En Espagne, ça s'y prête même souvent très bien, parce qu'il y a quand même pas mal de passages sur des chemins qui sont assez larges, des pistes, hein. Et c'est vrai que moi j'ai croisé de nombreux cyclistes, notamment sur la Via de la Plata dans le sud de l'Espagne, ça s'y prête très bien.
Donc c'est des choses qu'on peut tout à fait aussi faire à vélo. Donc ça prend moins de temps, mais c'est aussi un beau voyage à vélo et qui est tout à fait réalisable. Il y a une voie qui est en France et même sans doute davantage parcourue à vélo qu'à pied, qui est la voie de Paris et de Tours et qui est balisée avec un balisage notamment de la région Centre-Val de Loire, tout le long de Rambouillet à Châtellerault, et puis après on peut continuer plus loin évidemment. Et ça c'est plutôt facile à faire et c'est un itinéraire pour le coup qui je pense se prête bien au vélo parce qu'on a quand même des grandes lignes droites assez plates. C'est un itinéraire intéressant mais qui je pense passe mieux à vélo. Mais écoute, je trouve on a fait un bel horizon de ces chemins de Saint-Jacques qui attire vraiment. Enfin, moi, ça m'attire. Ça, je me dis qu'un jour, j'irai. Alors, je ne sais pas comment ni sur combien de temps, mais c'est quelque chose qui fait envie. Est-ce que tu aurais d'autres conseils ou choses à ajouter à tout ce qu'on a déjà dit? Oui, ah bah, s'il fallait, j'en aurais beaucoup, mais c'est vrai que je pense que pour moi, c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. Alors, c'est vrai que il y a un peu toutes enfin, les légendes entre guillemets qui courent sur, voilà, on devient un homme nouveau en atteignant Saint-Jacques ou Fisterra, la mer après Saint-Jacques, mais ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais en même temps, voilà, comme souvent qu'on s'engage dans un chemin de Saint-Jacques, un peu à un tournant de l'existence. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, par exemple, pour leur départ en retraite, aussi parce qu'ils ont davantage de temps, ou ça correspond aussi à un moment où on prend quelques mois sabbatiques pour se poser des questions sur soi, sur sa vie, etc. Forcément, c'est des voyages qui marquent pour ça, et en même temps, je pense que ce sont des chemins qui offrent aussi justement cet espace introspectif parce que on n'est pas dans un engagement physique non plus trop important. On n'est pas non plus à penser tout le temps où on met ses pieds, par exemple. Donc on peut penser à plein de choses en marchant pendant ce voyage à pied. Et c'est ça aussi qui, je pense, fait un peu la valeur du Saint-Jacques d'un point de vue introspectif. Et puis en même temps, voilà, ce sont des chemins qui regorgent de beauté, d'histoire. Donc moi, je pense que ce sont des voyages très très utiles et j'aurais tendance à encourager tout le monde à aller vers Saint-Jacques, peut-être même pour une première alors soit en choisissant la voie du Puy, hein, qui est sans doute la voie royale, soit en choisissant d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, ou bien pourquoi pas, voilà, en faisant comme le pèlerin des temps jadis, en partant de chez soi, on pose la clé de sa maison, puis on s'en va vers Saint-Jacques. Alors bon, c'est vrai que les pèlerins du Moyen Âge revenaient aussi à pied. Bon là, ça fait un défi encore 2 fois plus important, donc peut-être qu'on peut se contenter de revenir par d'autres moyens maintenant. Voilà. Faudrait avoir 2 fois plus de temps devant soi. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est sûr que il y a ce côté spirituel, mais finalement, la spiritualité, on peut la retrouver même sans être forcément dans la recherche de la religion. Tu le disais, hein, en termes d'introspection, Ah oui, oui, c'est. j'ai un ami qui est très sur la foi, mais pas forcément religieuse, trouver la foi. Ah oui, non, Donc, complètement. des sujets qui sont un peu travaillés là-bas. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on y rencontre, évidemment, la trace de la spiritualité et de la religiosité des pèlerins anciens. Hein. On a évidemment beaucoup d'édifices religieux sur les voies de Saint-Jacques, beaucoup de croix de chemin aussi, des petits témoignages aussi de la foi des hommes et des femmes de jadis. Mais voilà, c'est un chemin qui est empreint de tout ça, et en même temps, on peut tout à fait y voyager sans être dans la recherche de la foi purement chrétienne. Hein. Donc, c'est tout à fait ouvert à tout le monde. D'ailleurs, on croise aussi sur les chemins de Saint-Jacques des gens qui sont pas du tout chrétiens. Hein. Il y a beaucoup, alors peut-être moins ces dernières années évidemment, mais on croise beaucoup de Coréens, de Japonais qui sont pas forcément chrétiens, mais qui sont là aussi pour marcher, pour réfléchir sur eux-mêmes et pour découvrir l'Europe aussi.
Eh ben écoute, j'invite tous les auditeurs à se tourner vers tes 2 livres, donc notamment le dernier, Compostelle, le grand pèlerinage, s'ils veulent en savoir plus sur comment est-ce qu'on fait pour parcourir ces chemins et puis aussi pour avoir, ton histoire sur ces chemins. Ouais, tout à fait. Bah merci. Ouais, c'est aux éditions Glénat le dernier. Donc c'est un beau livre hein, qui à la fois témoigne un peu de ma propre expérience, mais bien au-delà, c'est vraiment voilà tout l'aspect nature, culture de cette voie royale vers Saint-Jacques, donc entre Le Puy et Compostelle, puis ensuite Fisterra. Voilà, il y a beaucoup d'éléments. À la fois sur le chemin et puis sur les à côté du chemin, tout ce qui est à découvrir sur l'itinéraire, et puis évidemment pas mal de conseils. On peut déjà vraiment se projeter dans son voyage en lisant ce livre, et puis il y a des belles photos. Donc voilà. Voilà, l'autopromotion. Ça, là, malheureusement, on peut pas les montrer en podcast, mais c'est vrai que j'en ai vu quelques-unes et ça fait envie, hein, vraiment. Merci. Et ben, écoute, merci beaucoup, Sylvain, et puis à bientôt dans un prochain épisode pour le podcast. Merci François. Merci. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.